qu'on aura. Je vous propose qu'on débute ce webinaire intitulé « Les contrats pour la réussite de la transition écologique, engagée dès maintenant la méthode CRTE ». Alors tout d'abord, merci, vous êtes inscrits très nombreux à ce nouveau webinaire, puisqu'on est plus de 1300 inscrits, organisé en partenariat entre Comet, la communauté écologie et territoire, l'Agence nationale de cohésion des territoires et Intercommunalité de France. Ce webinaire fait suite à un premier webinaire qui avait été organisé le 28 septembre dernier, consacré aux objectifs de la méthode des contrats de réussite pour la transition écologique, donc les CRTE. Ce webinaire est d'ailleurs en rediffusion sur le site de Comet. Alors aujourd'hui, ce deuxième webinaire présente la méthode des CRTE, mais dans le contexte plus global de la territorialisation de la planification écologique. Nous bénéficierons, outre la présence du secrétariat général à la planification écologique, eh bien de témoignages de territoires qui illustreront le dispositif CRTE réussi, particulièrement en termes de gouvernance. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat et sans plus attendre, je vous propose de débuter. Et pour cela, je passe la parole à Amélie Coantic, qui est directrice adjointe au commissaire général au développement durable. Madame Coantic, vous avez le micro, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, je suis vraiment enchantée de pouvoir aujourd'hui ouvrir ce séminaire qui est dédié au contrat pour la réussite de la transition écologique. Vous le savez, la planification écologique est au cœur de nos actualités et mobilise l'ensemble du ministère de la Transition écologique, dont le commissariat général au développement durable que je représente aujourd'hui. Nous sommes tous, je crois, convaincus de l'importance de cette transition écologique et du fait qu'elle passera forcément par la mobilisation des territoires. Et qu'il nous faudra donc pour ça travailler de concert entre État, collectivités, parties prenantes, opérateurs pour trouver la voie d'une transformation des territoires. La réussite de ce grand projet, il repose forcément sur un travail commun et partenarial et donc sur un dialogue renforcé entre tous. C'est bien l'un des objectifs de la communauté Comet que nous animons aujourd'hui, dont vous êtes membre et dont vous pouvez bénéficier individuellement. Vous le savez, le but de cette communauté, c'est bien d'accompagner un travail de collaboration, de favoriser la montée en compétences collectives pour pouvoir déployer des solutions sur tous les sujets à toutes les échelles. Comet, c'est à la fois un réseau, et vous en êtes membre. On est aujourd'hui plus de 3600 membres, que ça soit des élus, des fonctionnaires d'État ou des territoires, des membres de la société civile. Je tiens vraiment à saluer le fait que l'ensemble du territoire national est couvert, ce qui est aussi une grande richesse, puisqu'on sait que les enjeux, bien évidemment, ne sont pas les mêmes partout. Comet, c'est donc un réseau, mais c'est aussi une plateforme numérique qui est un lieu d'échange, de partage d'expériences, d'informations et qui vient vraiment mettre en perspective avec la valorisation de tout ce qui marche bien, dans l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut le déployer, mais aussi finalement des échanges, et ça sera le cas des débats de cet après-midi, pour finalement essayer d'identifier quelles sont les informations, les outils, les éléments dont on aurait peut-être besoin pour aller plus vite, pour aller mieux, pour travailler de manière plus performante. Et ces outils, ensuite, on peut ils sont développés par certains, et pour ce qui nous concerne, au commissariat général au développement durable, on travaille actuellement sur un outil très concret qui s'appelle la boussole de la transition et qui vient aider les porteurs de projets à améliorer un projet en ayant une meilleure vision
des impacts environnementaux de celui-ci. C'est un exemple, mais bien évidemment, vous-même, vous êtes porteur d'initiatives et on se fait fort au sein du réseau Comet de pouvoir valoriser toutes les initiatives locales. Peut-être 2 éléments de contexte et puis je laisserai la parole ensuite aux collègues de l'ANCT pour poursuivre cette introduction. Peut-être un premier élément de contexte pour vous dire que 2024 est vraiment l'année de la territorialisation de la planification écologique avec le lancement de ces conférences des parties portées par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires en lien avec les exécutifs régionaux, mais qui visent vraiment à mobiliser à l'échelle d'un territoire l'ensemble des parties prenantes pour initier un dialogue stratégique et technique. Donc CECOP, dont la préfète Anne-Claire pour le secrétariat général de la planification écologique vous présentera l'actualité, est vraiment un moment fort d'accélération du déploiement des solutions de transition pour les territoires. Et je sais qu'elle vous mobilise tous de près ou de loin. Peut-être un deuxième élément pour vous dire aussi que pour que l'action dans les territoires réussisse, la question du dialogue entre l'État et les différents acteurs, et bien sûr en premier lieu les collectivités territoriales, doit vraiment être favorisée. Les transitions soulèvent tout un tas de questions, tout un tas d'inquiétudes. Là, je fais plutôt écho d'actualités récentes. Et pour surmonter ces difficultés, le dialogue est essentiel. Donc, il faut vraiment pouvoir initier ces échanges à tous les échelons territoriaux jusqu'à celui du bassin de vie qui, vous le savez, est le périmètre des CRTE et qui permet de regarder de manière coordonnée ce qu'il s'y passe pour garantir la cohésion des territoires. Pour être efficient, il faut que ce dialogue s'inscrive aussi dans la durée, qu'il soit itératif, qu'il soit renouvelé. C'est vraiment un gage de réussite. Et le CRTE en tant que dispositif vraiment permet finalement d'initier ces échanges, de trouver des accords sur des trajectoires, sur des projets, de passer au concret, de passer à l'opérationnel pour voir vraiment des résultats. Moi, je me réjouis vraiment qu'on puisse continuer à avancer sur l'ensemble de ces chantiers. La circulaire du 29 septembre 2023 relative à la territorialisation de la planification écologique, voilà, vraiment été l'occasion de nous mettre tous en ordre de marche et on en a besoin compte tenu de l'ampleur de ce qui est attendu. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction rapide et je passe la parole à Monsieur le Préfet Éric Etienne pour l'ANCT. Merci beaucoup de ces mots d'introduction. Bonjour à tous. Je salue particulièrement nos collègues du CGDD qui viennent d'intervenir, le SGPE, Intercommunalité de France qui est un partenaire important et puis naturellement tout le réseau Comet et l'association qui est représentée ici. Que vous dire sur le CRTE, si ce n'est de vous dire, effectivement, comme l'a dit Amélie Le Cantic à l'instant, c'est le moment d'y aller. 2024 doit être l'année de la mise en place, effectivement, territorialisée de cette transition. Pourquoi? Pas simplement parce que je le dis ou comme cela on l'a décidé. Il faut bien que nous soyons convaincus, et je m'appuie sur à peu près, il y a une quinzaine de jours de cela, un discours du ministre Christophe Béchu sur France s'adapte. Et il faisait une projection en nous disant que les 1,5 degrés d'augmentation de la chaleur sur la Terre sera dépassé. On envisageait plutôt 2 degrés. Et pour la France, à l'horizon 2100, ce serait plus 4 degrés. Donc nous devons réagir, bien évidemment, avec cette transition écologique. Il faut naturellement s'appuyer sur un écosystème et je crois que les contrats de réussite de la transition écologique sont véritablement le bon outil pour le faire. Bien évidemment, il y a les COP, il y aura les CLCT, la discussion autour de projets. Donc tout cela, c'est des outils, mais l'objectif est clair, c'est la transition écologique.
Et ces projets doivent être orientés vers cela, avec un écosystème riche. Bien évidemment, ce matin, j'intervenais devant des collègues, préfets, DDT, chefs de projet également. Il y a tout un réseau de l'agence de la NCT qui est sur le terrain pour accompagner effectivement les élus. Et ces contrats, je vais dire, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Au moins 2 points, ils seront intégrateurs des projets des collectivités, toujours dans l'objectif de la transition écologique, et ils donneront une certaine visibilité. J'ose pas dire pluriannualité, parce que vous savez très bien que la loi de finances est annuelle, mais bon an, mal an, on est à peu près sûr que les objectifs de DETR, DECIL, fonds verts, qui augmentent cette année de plus de 500 millions d'euros quand même, plus les crédits des ministères, de toute manière, sont plus ou moins reconduits d'année en année. Donc ça donne une vision intégratrice, notamment pour les petites villes. Et puis, ces contrats, ils sont intégrateurs au sens qu'ils réunissent des communes de tailles différentes, je pense notamment à des petites communes, mais surtout à l'échelle du bassin de vie. Et c'est là tout le rôle des intercommunalités qui peuvent non pas se substituer, mais travailler de concert avec les maires des communes, avec l'État, pour arriver à ces objectifs. Un autre point sur lequel, naturellement, nous avons déjà un bilan, tout le territoire national est couvert par ces contrats. Alors, on me dirait, ils sont de qualité peut-être inégale, mais il y a des succès d'ores et déjà aujourd'hui, avec des crédits de l'État qui ont été mobilisés, à peu près 900 millions d'euros déjà sur cette première vague de CRTE. Il faut peut-être aller plus loin. Donc, il y a 847 contrats aujourd'hui qui couvrent le territoire. Je pense que 2024 doit être l'année d'améliorer ces contrats, de faire converger les projets, de bien mettre dans la boucle les élus de territoire. C'est extrêmement important, dans un dialogue constructif avec l'État. Les élus, je pense aux maires, je pense aux EPCI notamment, puisque la majorité des CRTE sont signés avec des intercommunalités, il y en a quelques-uns avec des pays, mais peu importe, c'est toujours cette vision intégratrice du territoire. Donc, je souhaite naturellement à tous les participants d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'accélérer et de faire vivre ces contrats. Et je vous souhaite une après-midi fructueuse avec Julien Mekdoub et ses équipes qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci. Merci, Monsieur Averly, pour l'Intercommunalité de France. Si vous voulez prendre la parole, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Bon, je pense que les propos introductifs du Commissariat général au développement durable et de la NCT ont été assez complets. J'ajouterais simplement que ces portages de contrats uniques, ces CRTE, on les porte depuis très longtemps au niveau d'Interco de France. On pensait vraiment que l'échelle de contractualisation avec un ensemble de partenaires ne pouvait être que le bassin de vie, le bassin sur lequel on travaille, on vit, on a nos loisirs, on étudie, on s'instruit. Ça fait sens parce qu'à travers tous ces aspects de la vie, on touche une multitude de partenaires. Et ces projets de territoire que nous portons, c'est la traduction quelque part des CRTE derrière qui vont porter toute la partie de transition écologique, mais de manière totalement transverse, puisque notre projet de territoire, nos enjeux de territoire sont des enjeux sociaux, sociétaux, économiques, c'est l'accès aux services publics, c'est l'accès aux soins, et toujours au cœur de ce projet de territoire, la transition écologique. Et on va voir comment on arrive effectivement à structurer les choses pour que cette transition écologique puisse apparaître dans tous les volets de notre projet. Alors j'avais simplement moi, 2 sujets peut-être un peu plus complémentaires. C'est comment on va arriver dans les enjeux à venir à renforcer cet outil du CRTE et surtout à acquérir une légitimité totale auprès de l'ensemble des partenaires de l'État. On sait qu'on a parfois des agences, on a parfois beaucoup de structures en fait, qui lancent leurs appels à projets. On va voir comment on arrive, et pour moi sous l'égide du corps préfectoral, essayer de centraliser au maximum en termes de gouvernance ces projets de territoire, ces CRTE. Et puis, je vais peut-être franchir la ligne jaune, mais la pluriannualité, si on ne l'aborde pas, à un moment, on ne pourra pas non plus continuer à avancer. Le monde est de plus en plus complexe, il demande de nombreuses études, il demande une planification également en termes de financement. Quand on construit un pôle scolaire sur un territoire comme le nôtre, c'est 6 millions d'euros. Parfois, il faut plusieurs tranches de DETR, il faut un peu de DECIL, il
faut aller chercher du fonds vert pour la désimperméabilisation de la cour, etc. etc. Et les choses quand même complexes. Et je pense que sur un petit de pluriannualité, pardon, au sein de nos contrats, on peut arriver à les transcender. Voilà, mais je pense qu'on développera un peu plus tout cela tout à l'heure. Merci à vous. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Anne-Claire, qui est préfète et chef du pôle territorialisation au secrétariat général à la planification écologique. Madame Claire, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Ravi qu'on puisse passer ce temps ensemble. Je ne sais pas si vous nous voyez ou si vous nous entendez au moins. On vous voit et on vous entend très bien. Donc, juste pour vous faire un petit point sur la COP, donc à l'image des COP que nous connaissons internationales, donc on est dans le même dispositif que vous devez déjà avoir vu se développer sur la plupart des régions hexagones ou métropoles. Donc, qui commence par un diagnostic qui est fait par les collectivités territoriales, parce que l'objectif des COP est de partager les actions qui doivent aider à la décarbonation et à la biodiversité, restauration ou protection de la biodiversité, portées par les collectivités territoriales. Donc, il y a bien un diagnostic où les EPCI, les intercos en ligne, ont été ou vont être particulièrement sollicités pour participer à ce diagnostic. Et après un débat, des réunions de travail en fonction des sujets qui auront émergé de ces diagnostics et après des décisions collectives pour voir les priorisations qu'on souhaite donner à un territoire. Sachant que la planification qui a été faite au niveau national, l'intérêt a été par les collectivités territoriales ou les différents acteurs territoriaux de trouver que ça pouvait donner une visibilité aux actions nécessaires sur un territoire. Et d'où l'intérêt d'avoir traduit cette planification nationale au niveau régional, donc échelon régional et échelon départemental. Sachant que ont intérêt collectivement à s'impliquer l'ensemble des échelons territoriaux, que ce soit donc régionaux, les intercos, les métropoles, les EPCI et le bloc communal et les départements, puisqu'en fin de compte, chacun en fonction de ses compétences ont une part de la réussite des actions qui peuvent être portées sur le terrain. Donc c'est vraiment le travail qui est fait, sachant que là, on en est dans la phase diagnostique. Ça veut dire que les réunions de travail impliquant d'une façon beaucoup plus large que les collectivités territoriales, la sélection des priorités, des engagements, des choix adaptés à chaque territoire va se faire pendant cette partie débat. Donc cette partie débat en fonction des régions, de leur date de lancement, parce que chacun a commencé sa COP en fonction de son propre calendrier. Donc ces parties réunions de travail et débat vont s'ouvrir grosso modo à partir de début mars sur les territoires régionaux les uns après les autres, de façon à avoir une COP qui donc sera une liste d'engagements des collectivités territoriales avec les parties prenantes le cas échéant à l'été 24. Donc c'est un processus sur 6 mois, on n'en est qu'au début. La partie, les EPCI sont donc impliqués dès maintenant et le spectre plus large, associatif, entreprises, citoyens, associations, je crois, tous les acteurs professionnels qui peuvent contribuer ou avoir un poids dans cette planification écologique ou dans la restauration ou préservation de la biodiversité, s'associent, seront acteurs de la partie débat et les différents travaux qui vont être générés. Donc là, dans notre échange, on a vu donc 2 vitesses d'intégration dans la COP, 2 moments différents pour les uns et les autres, qui vont avoir lieu, qui ont déjà eu lieu ou qui sont pour les semaines à venir. L'état des lieux un peu de où on en est aujourd'hui de cette démarche territorialisation. Donc on comprend que cette démarche elle est bien volontaire, hein. C'est vraiment en ayant cette vision
du tableau des leviers d'action nécessaires qui sont proportionnés aux caractéristiques de chaque territoire. C'est-à-dire, on voit qu'il y a des territoires, la rénovation des bâtiments est essentielle, d'autres territoires où le sujet industrie l'emporte massivement sur les volumes de CO2 à éviter. On a des régions où la partie verte, dans le sens agriculture, est particulièrement importante. Voilà, donc il y a une espèce de carte d'identité de chaque territoire qui peut permettre aux acteurs d'avoir une lecture différente et une priorisation différente de ce qu'ils ont peut-être évalué ou anticipé. Anticipé dans le sens où notre curseur, nous, il remonte à 2019. On pourrait le faire remonter plus loin, mais ça veut dans tous les cas dire que les collectivités territoriales ou vous-même, acteurs autour de notre réunion, n'ont pas attendu le SGPE et 2024 pour déjà agir. Donc cette action, elle a commencé. Donc là, il est question de, si les collectivités territoriales, les acteurs le souhaitent, de les réorienter en connaissant les priorités territoriales ou alors de les amplifier ou d'initier des nouvelles. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense que le débat après nous permettra d'aller plus loin. Sachez juste que la majorité des COP, en dehors de deux, je crois, dans l'Hexagone, ne sont pas encore lancées et une en Outre-mer, mais le dispositif se déroule. Voilà, mais à votre disposition pour la suite. Merci. Merci. Je propose de passer la parole à Romain Briot, peut-être d'Intercommunauté de France, qui va nous présenter la séquence qui arrive. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Guénolé, Romain Briot. Je travaille au sein de l'équipe d'Intercommunauté de France. Il nous semblait intéressant d'avoir une seconde séquence de ce webinaire consacrée à 2 retours d'expérience, 2 initiatives portées par 2 territoires différents, Val-de-Garonne Agglomération et la communauté de communes du pays du Rethelois. Et comme notre programme est très riche, je vous propose de passer tout de suite à un premier temps d'échange autour de Val-de-Garonne Agglomération. Jacques Billerit et Michel Gouriou, merci beaucoup de votre présence. Nous allons peut-être commencer, Monsieur le Président Jacques Billerit, par votre propos. Il nous semblait intéressant de vous écouter et de dialoguer avec vous parce qu'il se trouve que, au-delà du contrat de relance, enfin du CRTE que vous portez d'ailleurs à une échelle plus large que celle de l'Agglo, vous avez d'ores et déjà initié un travail de réflexion autour de la planification écologique à votre échelle. Et ce qui nous semble intéressant, c'est justement de vous poser la question du croisement entre votre projet de territoire, votre CRTE, et puis ces nouveaux éléments que vous travaillez en matière de planification écologique. Alors je ne vois pas. On vient d'allumer le micro. Bon. Super. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation et effectivement, je vais vous présenter comment nous avons d'abord pris en compte la planification écologique sur notre territoire et puis ensuite comment ça s'est traduit dans le CRTE. Et je suis en présence de Michel Gouriou, qui est sous-préfet de Marmande et de Mirac. Alors, comment avons-nous mis en œuvre notre planification écologique? Normalement, il devrait y avoir un diaporama. Je ne sais pas qui c'est. Voilà. Ça va être. Voilà. Tout d'abord, dès 2021, moi, j'ai mis en place une nouvelle organisation qui, avec des directions générales qui sont transversales, dont une est liée à la planification écologique, et puis également création d'une cellule d'ingénierie spécialisée, avec à l'intérieur des ingénieurs énergie renouvelable, en agronomie, en performance énergétique, avec un géomaticien également. Et nous avons traduit en des termes simples notre projet politique en fait en 10 trajectoires, qui sont des trajectoires de transition écologique et d'adaptation, ainsi qu'avec des objectifs qui ont été chiffrés, objectifs qui étaient à atteindre d'ici 2030. Et j'ai souhaité aussi
que créer des ensemble des équipes, aussi ses objectifs, et souvent par des agents qui sont des chefs de service. Et enfin, j'ai réuni l'ensemble des agents et je leur ai précisé que nous étions dans un moment qui est, enfin, comme vous le savez, ça a déjà été dit, un moment de bascule, un moment de rupture. Et je leur ai demandé qu'ils nous proposent, donc aux élus communautaires, des mesures à la hauteur des enjeux et des enjeux climatiques. On a identifié nos trajectoires énergétiques et climatiques de baisse de gaz à effet de serre. Bon, ce que vous voyez, ce sont les bâtons orange, donc vous voyez qu'on les a mis tous les 5 ans jusqu'en 2050. Nous avons également fait ce travail-là pour la consommation d'énergie, c'est la courbe rouge, ou encore sur les éléments de séquestration de carbone, et c'est les bâtons verts que l'on voit, et on va jusqu'à l'horizon 2050. Et avec les équipes, ensuite, on a déterminé secteur par secteur, donc c'est la diapo suivante, secteur par secteur, les trajectoires de baisse, et ce de manière territorialisée. Là, c'est 2 exemples, mais c'est tous les éléments qui rentrent dans les gaz à effet de serre et de consommation énergétique. Et là, ce que vous voyez, c'est les trajectoires transport, c'est la trajectoire aussi du secteur résidentiel, donc la partie habitat, logement que nous trouvons là-dessus. Ensuite, le travail qui a été fait dans les labs, je vous ai dit, hein, donc on a eu une trentaine de labs. En fait, on a demandé aux animateurs, ces chefs de service, de venir nous présenter, nous élus, de venir nous présenter les travaux qui étaient faits. On l'a fait sur quelque chose de manière un peu ludique, donc vous avez 5 minutes pour faire cette présentation. En fait, on a abouti à des propositions de 35 actions nouvelles qui répondaient à ces trajectoires climatiques, énergétiques. Et tous les projets matures ont été inscrits au budget 2024. L'ensemble des projets matures qui nous ont été proposés ont été inscrits, donc ce qui a comme effet de mobiliser l'ensemble forcément des équipes. Cette méthode, qui est simple, elle a donné l'occasion à l'ensemble des agents de pouvoir d'abord se positionner, mais également d'incarner un enjeu climatique, un enjeu énergétique, et pour ce faire qu'ils soient directeurs, chefs de service ou chargés des missions. Juste un exemple de lab, voilà ce que nous a présenté un lab, donc c'est la diapo suivante. Depuis des années, il y avait un vote de notre agglo en vue de soutenir les travaux de performance énergétique donc autour de l'habitat, et donc on inscrivait bon an mal an entre 100 et 120 000 euros chaque année là-dessus. Avec les agents donc, qui ont travaillé là-dessus, et je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 5 agents, essentiellement des thermiciens, qui travaillent sur ce sujet, et donc plus d'une centaine de projets et de travaux sont suivis, accompagnés là-dessus. L'équipe du Lab a montré que pour atteindre les objectifs qui sont territorialisés de la stratégie nationale bas carbone, l'agglomération devrait augmenter son enveloppe annuelle de 3000%. 3000% cette année, multiplié par 30 ce que nous faisons. Et l'État devrait lui mobiliser plus de 200% par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Si je prends par exemple la rénovation des logements en BBC, il faudrait que l'agglomération traite, pour nous, c'est 190 logements. Aujourd'hui, nous en faisons moins de 5. Juste pour montrer. Dans le BBC. Et si je regarde les choses pour l'État, c'est la même chose, en sachant que pour les bâtiments BBC, en fait, on est appelé à hauteur de 40 ou 50 000 euros. Et donc, nous avons là-dessus un mur d'investissement qui est à franchir en fonction de ce qu'on vient de démontrer. Et donc, si je reprends les mots de Jean Pisani-Ferry, il dit qu'il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons été incapables de faire en 30 ans. Donc, c'est pour dire comment l'accélération est brutale. Quelques exemples d'actions qui ont été, elles, inscrites, donc c'est la diapo suivante, qui ont été inscrites dans notre budget 2024 et plus, puisqu'on a fait un plan d'investissement pluriannuel. Donc, on a 20 km de pistes cyclables sécurisées
d'ici 2027. Je parle bien de pistes cyclables, donc on est sur les voies réservées. On a une restauration de 2 zones humides en 2024 de 25 hectares. On a la création de surfaces de séquestration carbone de 25 hectares également en 2024. On a un plan de solarisation des bâtiments communautaires. Et là, on est sur un plan pluriannuel qui nous amènera à être en 2027 à être autonome sur les consommations de l'agglomération, en direct. Et également, on est sur le lancement d'un projet de territoire de gestion de l'eau en termes de PTGE, projet territorial de gestion de l'eau. Et depuis 2024, nous avons voté en décembre notre premier budget vert. Le CRTE là-dedans. Comment on intègre le CRTE avec l'objectif de planification écologique. D'abord, Romain le disait, nous sommes sur un CRTE qui n'est pas sur le périmètre de l'agglo, qui est sur un périmètre d'un PETR, pour le d'équilibre territorial rural, avec 3 autres intercommunalités. Ce CRTE porte la vision d'un territoire résilient, d'une haute ambition en matière de transition écologique. Il a été signé avec l'État. Il y avait aussi présence de l'ADEME, et on l'a signé en septembre 2021. Nous avons construit notre projet de territoire au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Cependant, quand même, et malgré l'implication et la volonté de monsieur le sous-préfet à côté de moi, mais bon, peu importe, des services de la sous-préfecture ou de la préfecture, les CRTE n'avaient pas identifié de critères, d'objectifs, de résultats précis. Et donc, ils sont aussi devenus, mais simplement en partie, un passage obligé en vue de l'obtention des DETR. C'est une discussion que nous avons eue la semaine dernière dans notre commission DETR au niveau départemental. Oui, c'est un avantage d'être dans le CRTE ou dans le ORT, mais en fait, tous les projets ne sont pas retenus et que les projets autres sont retenus. Donc voilà, en fait, où est la cohérence? Aujourd'hui, maintenant, donc c'est la diapo suivante, il me semble important de pouvoir traduire, et ce territoire par territoire. Et quand je parle de territoire, je parle bien d'infra-départemental, d'avoir les éléments, les connaissances de manière infra-départementale, et donc de pouvoir aussi mettre des objectifs 2030, 2040, 2050, qui sont inscrits au sein des documents cadres, que sont le plan pluriannuel de l'énergie, lui-même lié à la stratégie nationale bas carbone. Et donc, si on veut regarder l'application et l'obligation de l'application, et donc le schéma régional, le SRADEC, doit tenir compte. Parce que si on le traduit nulle part, on n'aura pas forcément les moyens d'obliger l'application. À mon sens, il est temps aussi d'arrêter collectivement des indicateurs d'évaluation communs et donc de permettre aux collectivités, qu'elles soient dotées ou pas d'ingénierie spécialisée. Nous, au niveau de l'agglo, on a une partie d'ingénierie. Ce matin, avec l'Intercommunalité de France, on discutait avec l'ANCT. L'ANCT nous aidait aussi là-dessus. Mais moi, les 3 autres collectivités avec qui on a signé le CRTE n'ont pas d'ingénierie. Donc voilà, il y a quand même ceci qui est un élément qui est important. Enfin, parlons de politique publique et de trajectoire et moins de dispositifs. Chaque CRTE doit intégrer des trajectoires territorialisées, précises, et aussi de disposer d'indicateurs de suivi. Et donc, il va bien falloir aussi qu'on se mette d'accord sur quels sont les indicateurs de suivi là-dessus. Et nous allons devoir travailler très certainement avec préfecture, sous-préfecture, sur des revues de projets régulières et aboutir aussi, tout à l'heure mon collègue devrait-elle le préciser, à une gestion financière pluriannuelle des CRTE. Parce que si nous n'avons pas, si on a des engagements sur des objectifs à atteindre, mais qu'en même temps, on n'a pas les possibilités pluriannuelles de financement, on sait très bien que nous n'y arriverons pas parce que, je le disais tout à l'heure, le mur d'investissement est un mur d'investissement énorme.
Bon, enfin, je vous le dis parce que voilà, c'est pas des critiques, c'est juste essayer d'avancer là-dessus. Mais bon, je voulais dire quand même que je tenais à saluer les travaux. Donc c'est je pense la dernière diapo. Je tenais à saluer les travaux du secrétariat général à la planification écologique qui fixe un cap secteur par secteur dans le cadre de 6 chantiers qui ont été présentés au COP régional. Profitons de cet apport essentiel des connaissances scientifiques et techniques pour structurer nos CRTE et en même temps y intégrer les objectifs de territorialisation de cette planification écologique avec l'ensemble des indicateurs. Voilà ce que je voulais dire. Et voilà comment nous, au niveau de notre territoire, nous sommes partis d'un projet. Juste, je ne l'ai pas dit, mais le travail que nous avons fait, alors, ça a été le cas dans tous les territoires, mais le travail était quand même un travail à faire dans une période délicate, puisque nous étions en plein Covid, avec une rapidité importante. Nous avons fait le choix véritablement d'associer, bien sûr, l'ensemble des élus, mais beaucoup plus largement que ça, la population. Donc on l'a fait avec la presse locale, on l'a fait bien sûr avec les outils numériques, ça nous a beaucoup impliqués pour pouvoir faire connaître, avancer là-dessus. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut réussir une structuration un peu plus complète des travaux que nous avons pu réaliser jusqu'à présent. Voilà, Romain, ce que je pouvais dire là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur Gouriou, monsieur le sous-préfet, je vous laisse peut-être réagir, compléter au propos de monsieur Bellirit. Oui, merci beaucoup. Quelques mots du sous-préfet en complément de l'intervention du président de Val-de-Garonne Agglomération. Je voulais d'abord saluer tout le monde. Je suis sous-préfet de Marmande-Mérac depuis 6 mois. Je profite pour saluer Madame Claire, avec qui j'ai travaillé l'an dernier, et Renaud Averly, que j'ai connu dans une autre vie dans les Ardennes. Je suis arrivé il y a 6 mois dans le département, donc c'est pour ça qu'effectivement, je n'ai pas trop connu le contrat de relance de transition écologique. Donc, même si j'ai pu le connaître depuis. Quelques mots sur la façon dont le préfet ici voit la déclinaison à l'échelle départementale et infradépartementale des COP régionales et de la circulaire du 29 septembre 2023. On a fait le constat ici, suite à la COP régionale, que les territoires étaient, même s'ils sont tous dotés de CRTE, c'était diversement lancé dans la démarche. Pour l'instant, la réflexion est beaucoup plus aboutie, il faut bien le dire, sur Val-de-Garonne Agglomération que sur l'ensemble du territoire départemental. C'est pourquoi le préfet n'était pas très chaud d'une COP départementale, mais plutôt d'anticiper et de réunir prochainement une COP à l'échelle de Val-de-Garonne Agglomération, qui représente quand même 4 PCI, pour effectivement commencer à capitaliser sur ce travail et à avancer sur le contrat de réussite de transition écologique. Comme vous l'avez indiqué, comme l'a indiqué le président tout à l'heure, le Val-de-Garonne Agglomération, c'est une communauté d'agglomération. Il y a 3 communautés de communes de taille beaucoup plus petite autour, dont 2 particulièrement peu structurées, on va dire. Il y en a une moyenne et 2 petites, on va dire, pour être plus simple. Donc, la nécessité à la fois d'avancer, mais en ayant vraiment le souhait de ne pas laisser sur le bord de la route, les 2 plus petites qui, globalement, ne sont pas structurées à ce stade, ont encore des difficultés, d'ailleurs des difficultés de gouvernance au quotidien dans ces communautés de communes, qui font qu'il y a un risque de décrochage à un moment. Donc, l'objectif, c'est quand même d'y faire très très attention. Et vraiment de travailler sur cette transition entre relance et réussite. Pourquoi? Parce que, comme l'a indiqué le président tout à l'heure, la principale défaut des CRTE première génération, c'était quand même un peu l'effet catalogue. On l'a beaucoup connu ici, et globalement, à force d'être dans une logique de catalogue, ça perdait son sens. Donc on a nécessité de recentrer, sur les actions qui vraiment vont pouvoir favoriser la transition écologique dans un contexte en plus de relance économique. Une des communautés de communes va accueillir bientôt un projet d'entreprise à 350 millions d'euros sur son territoire, donc avec une grosse entreprise qui s'y installe.
un contexte d'énergie, un contexte ici que personne ne peut nier, c'est celui des inondations, qui est quand même de l'eau de manière générale. Donc des inondations en hiver sur la Garonne et Val-de-Garonne étant l'exutoire naturel, on va dire, de la Garonne et du Lot, c'est une problématique, mais aussi dans le cadre du PTGE, de la gestion de l'eau en été, ce qui est quand même relativement complexe aussi. Donc il y a énormément de travail à réaliser, donc ça passera bien évidemment par des revues de projet à l'échelle de notre territoire, et on devrait pouvoir, pour être dans les délais que nous a donné Madame Claire tout à l'heure, commencer au mois de mars, cela, par des revues de projet, par un travail concerté et par probablement une réunion d'installation de tout ça qu'on essaiera de faire au mois de mars prochain, et où on aura le plaisir d'inviter à la fois la NCT et la GPE pour nous accompagner dans cette démarche. Voilà ce que je voulais dire en complément. Merci beaucoup, monsieur le sous-préfet. Les participants, vous êtes déjà nombreuses et nombreux à poser des questions. Je vous propose qu'on y réponde, donc qu'on y revienne plutôt en fin de séquence. Et je vous propose là de passer au second territoire et de donner la parole aux intervenants issus notamment du pays rothellois. Renaud Averly, vous en êtes le président. Pascal Gaillot, vous êtes conseillère régionale et présidente de la commission environnement de la région Grand Est. Monsieur Averly, je vous laisse peut-être commencer. Ce qui nous semble intéressant, c'est d'avoir le retour d'une communauté de communes qui a réussi, enfin en tout cas qui réussit toujours à coordonner l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs, des partenaires autour de son projet de territoire, et toujours, c'est ce que vous disiez en introduction, toujours dans une vision un peu transversale et intégrée de la manière dont vous menez les politiques publiques à l'échelle de votre territoire. Oui, tout à fait. On va beaucoup parler de gouvernance parce que c'est un mot qui va être à la mode. Quand on parle de planification de la transition écologique, il faut parler de gouvernance. Déjà, notre territoire, vous voyez tout le territoire bleu là, qui se trouve dans le cercle. C'est un territoire de 65 communes pour 30 000 habitants, donc ultra-rural au nord de Reims, pour situer. J'aime à dire, en termes de taille, qu'on représente 800 conseillers municipaux. Ça parle toujours quand on a un peu des chiffres, parce que quand on parle de gouvernance et quand on parle d'élus locaux, on peut se rendre compte de ce que ça peut donner. Alors effectivement, notre CRTE, on a voulu être très intégrateur très rapidement, et on a eu le bonheur de voir la région arriver pour soutenir également notre démarche. Je laisserai Pascal Gaillot tout à l'heure développer cet aspect-là. Et du coup, on lui a donné un autre nom. Chez nous, ça s'appelle pas CRTE au niveau de la région Grand Est, ça s'appelle PTRTE. Je laisserai Pascal développer les acronymes. Voilà. Et ce qui est important, c'est qu'on est à la fois l'État, le préfet, le président de chaque intercommunalité, on en a 8 sur le territoire, le président du département et le président de la région Grand Est qui ont signé le CRTE. Donc on était sur les Ardennes dans une vraie dynamique au niveau des collectivités territoriales. Et sur notre territoire, qui est très intégré, hein, on est à peu près à 70% d'intégration fiscale, c'est-à-dire on gère 70% des compétences sur un territoire, je vais le faire assez basique. On a voulu aller plus loin et associer nos différents partenaires. On a signataire de notre CRTE, par exemple la CAF, on a la BPI, on a évidemment l'éducation nationale, puisque ayant la compétence scolaire, c'était compliqué de construire du partenariat alors que la moitié de nos investissements vont vers nos enfants. Voilà comment on essaie de structurer un petit peu notre partie de gouvernance. Alors, c'est pas facile, parce que chacun a son objectif, chacun a parfois son ministère ou son appel à projet, chacun a parfois ses objectifs en termes de comité, technique, etc. On a souhaité vraiment le développer de cette manière-là. Alors, je dirais que notre projet de territoire, celui qu'on a développé en 2020, c'est clairement le CRTE. On l'a construit autour de 3 grands axes. Je vais m'abstenir de vous les détailler, hein, je suis vraiment plus sur la gouvernance, avec 157 fiches actions. Ce qu'on souhaitait avant tout, c'est éviter sur notre territoire les comitologies. À titre d'exemple, sur nos 65 communes et sur notre communauté de communes du Pays rothellois, on avait et on a 35 dispositifs différents avec tous les services essentiellement de l'État autour de la table. Je peux vous dire que quand j'explique à mes élus que mes agents ont passé du temps en réunion à droite, à gauche, à Charleville-Mézières, qu'il y en a 3 qui étaient en même temps sur des sujets différents, bah parfois ça passait un petit peu mal. Et pour moi, l'objectif de rassembler en termes de gouvernance l'ensemble de ces partenaires, c'était d'essayer au maximum de limiter ces comitologies et ces comités qui se réunissent
à tout bout de champ et toute l'année. Donc on a regroupé en fait en 2 séquences. Une séquence à l'automne, où on fait un petit peu la revue de projet. On échange avec l'ensemble de nos partenaires, on présente toute l'avancée des différents projets sur tous les domaines de notre collectivité, notre projet de territoire. Et on a une seconde séquence ensuite au printemps, où là, nos partenaires reviennent avec, on a fait un peu la liste de courses quand même, hein, mais nos partenaires reviennent effectivement avec tous les dispositifs qu'ils vont pouvoir mettre à disposition pour qu'on puisse, nous, derrière, enchaîner sur 2024. Alors, on ne voulait pas le faire de manière déconnectée de la vie d'une collectivité. Et c'est là où on a beaucoup réfléchi. Et ces fiches en fait, du CRTE nous servent à établir notre rapport d'activité. C'est-à-dire que tous les indicateurs qu'on a dans nos fiches du CRTE vont permettre à nos équipes rapidement de mettre en place le rapport d'activité, donc de préparer le débat d'orientation budgétaire. Deuxième séquence de CRTE au printemps, juste avant le budget, pour pouvoir voir dans quel sens on va pouvoir aller avec l'ensemble de nos partenaires. Et c'est sur l'ensemble sur la base de ces fiches et de ces indicateurs qu'on peut avancer derrière. Un petit peu comme on essaie de construire notre CRTE sur le territoire. Je peux vous dire que c'est pas évident tous les jours parce qu'on a des partenaires parfois qui sont un peu plus complexes. Je pense à des agences, on a compétences eau potable, je ne la cite pas, mais on a des agences, parfois c'est plus compliqué de faire comprendre qu'il faut être autour de la table, il faut être avec la BDT, avec l'ARS, sur les thématiques spécifiques, et il faut qu'on puisse être au cœur de ce dispositif parce que tout est transverse sur un projet de territoire, on ne peut pas traiter le domaine de l'eau potable, j'étais dessus, sans traiter tous les sujets transverses d'alimentation par exemple ou d'agriculture. Donc on a des vrais sujets derrière à traiter. Enfin, avec toute l'organisation et ce fameux décret de septembre 2023, on a toutes les COP qui vont se mettre en place, donc la COP Grand Est, qui était la première à être mise en place, et puis ensuite nos COP territoriales. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'utiliser notre CRTE, de ne pas réinventer la poudre, puisqu'on a déjà l'ensemble des partenaires autour de la table, et puis de plutôt aller effectivement sur le travail des indicateurs qui va nous permettre de trouver les trajectoires qui vont nous permettre d'organiser notre planification. Voilà un petit peu comment on a imaginé la suite de nos travaux sur le territoire. Alors évidemment, l'objectif, il n'est pas que l'État arrive avec un gosse plan en fait, qui va imposer l'ensemble de ses objectifs comme une chape de plomb. C'est pas ça le sujet, c'est comment tous les territoires vont pouvoir faire remonter par CRTE l'ensemble de leurs besoins en termes de transition écologique, en termes d'investissement, pour que les objectifs nationaux, et plus évidemment, mais nationaux, puissent rencontrer les objectifs des territoires. Et c'est vraiment tout le sens qu'il faut donner, je pense, aujourd'hui au CRTE. Pascal Gaillot, peut-être pour le point de vue de la région Grand Est. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais juste compléter ce qu'a dit Renaud Averly. Puis en plus, je suis du département des Ardennes également, donc j'ai bien les deux facettes. En fait, dès 2020, sortie du Covid, lorsqu'il était question de mettre en place les CRTE, parce que nous avions géré la crise de Covid vraiment main dans la main, État et région, il a été décidé par le président de région et la préfète de région de faire ce travail ensemble. Ensemble, ça veut dire que nous avons mené toutes les réunions avec les EPCI et Renaud vient d'expliquer comment ça s'était passé pour le Pays rothellois, mais l'ensemble des EPCI du Grand Est, ça s'est passé de cette manière-là. Un copilotage de tous les travaux par le préfet ou un sous-préfet et un vice-président du conseil régional désigné par département. Et on a mené, je disais, tous ces travaux et on est arrivé à des plans d'action tels que les a décrits Renaud Averly, validés, co-construits même, et validés dès le départ par l'État et la région, ce qui nous a permis, de nous engager. Alors, on n'est pas encore, comme c'est souhaité, mais on y réfléchit, sur l'engagement financier pluriannuel, mais on a quand même, nous, en tant qu'élus régionaux, une visibilité pluriannuelle sur les projets des territoires. Ça nous permet également de pouvoir accompagner des projets qui sortent du cadre. Bien évidemment, la plupart des projets, on fait en sorte qu'ils rentrent dans les dispositifs de droit commun, mais on a créé un fonds sur mesure pour justement pouvoir accompagner ces projets qui n'ont pas de cadre pour l'instant. Et donc, ça permet une souplesse, mais ça, c'est parce qu'on est en relation permanente avec les territoires.
avec les préfets et dans une comitologie totalement instaurée et régulière, comme le disait Renaud, avec deux séquences, une séquence revue de projet et une séquence tour de table des financeurs. Là, on attaque là, au mois de février dans chacune des EPCI le tour de table des financeurs. Autre avantage, alors on les a appelés pactes territoriaux de transition économique et écologique. On n'a pas beaucoup insisté pour l'instant sur les critères écologiques, mais dans la mesure où nous avons aujourd'hui la planification écologique à mettre en œuvre, on a dès le mois de juillet, toujours dans cet esprit État-région et co-construction ensemble, reçu M. Payon, le secrétaire général à la planification écologique. Dès le mois de septembre, on a engagé les travaux de réflexion dans les 6 groupes. Alors, il y en a 6 là, mais en fait, on en a rajouté un 7e qui s'appelle Préserver chez nous. Donc, on a fait les 7 groupes de travail. Ça a réuni à peu près 300 personnes en trois fois. Une consultation publique qui fait qu'aujourd'hui, on a à notre disposition, et le ministre Christophe Béchu est venu nous voir le 14 novembre pour lancer la COP. On a aujourd'hui, à l'échelle régionale, une vision, en tout cas le panorama des leviers à l'échelle régionale qu'il nous faut enclencher pour atteindre les objectifs de 2030. Et on a, de manière très, très logique et tellement naturelle, puisqu'on a cette habitude de travail depuis plusieurs années, décidé donc de travailler à la... Alors, on ne peut pas parler de déclinaison, parce que ça ne va pas forcément tout être de la déclinaison, mais en fait, un travail comment dire, distillation, j'allais dire, de ces actions au travers des PTRTE qui existent. On va avoir une focale, effectivement, plus appuyé sur la transition énergétique que ça ne l'était avant. Ça ne veut pas dire non plus, à contrario, que tous les autres projets vont être délaissés, bien évidemment, mais ça va nous permettre d'aller relativement vite. Cette phase de diagnostic qui est un petit peu nécessaire, il nous semble que nous l'avons faite quand on a construit tous ensemble les PTRTE. Voilà, donc je suis assez confiante à mon niveau concernant les PTRTE du Grand Est, à ce que nous parvenions aux objectifs que nous nous sommes fixés. Alors, bien évidemment, il y a des actions d'échelle régionale qui sont mûres et qu'on va pouvoir engager tout de suite. Il y a des actions qui sont, voilà, qu'il est nécessaire évidemment de déployer au travers justement des EPCI et des PTRTE. Il y a des actions qui, au niveau national, ont tout leur sens et seront beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre à notre échelle. Je prends un exemple. Quand la France dit 20% d'agriculture biologique, on sait que chez nous, c'est totalement impossible et on s'est fixé à l'échelle régionale un objectif à 11%, quand aujourd'hui on est à 8% de la surface agricole utile, vous voyez, par exemple, etc. etc. Donc on a les déclinaisons, on a l'objectif d'améliorer la qualité des eaux sur 200 captages, et bien, qui vont être déclarés prioritaires à l'échelle régionale. Dans chaque territoire va faire le recensement et le travail autour de ces captages, et il y aura évidemment un appui particulier avec des fonds de l'État, de la région, de l'agence de l'eau, etc. sur ces exemples-là. Je pourrais décliner la désimperméabilisation des cours d'école, les plans vélo. On a un plan vélo régional, et bien voilà, si on a considéré que c'était un levier important de la décarbonation, eh bien, on va regarder territoire par territoire comment on peut accompagner, comment on peut appuyer sur les mobilités, sur le TAD. Grâce à un PTRTE, on a ouvert une ligne régulière entre le Sud Ardennes, entre Vouziers et Reims, par exemple. C'est parce qu'on s'était donné toute latitude au départ, sans cadre, avec ce territoire qu'on a pu le faire. Voilà. Donc, ne paniquons pas, si je peux tirer un petit message à vous faire passer. À partir du moment où on a engagé cette habitude de travail serré entre le PCI, la région, l'État, le département, c'est plus à Renaud-Averly,
VP du département d'en parler, mais le département est bien évidemment autour de la table, à nous tous, avec cette habitude et cette fréquence de réunions, je pense qu'on va arriver très vite à au moins, en tout cas, planifier les actions que nous avons à faire les uns et les autres dans nos territoires. Merci beaucoup. Alors, on garde bien là vos réactions, vos remarques, vos questions. Et Julien, je vous passe la parole pour la dernière séquence de ce webinaire. Merci beaucoup. En effet, on a beaucoup de questions qui dans le chat, donc surtout continuez à les poser. On essaiera d'en prendre une partie maintenant et le reste, on continuera aussi à alimenter notre foire aux questions fréquentes. Donc en tout cas, continuez à les poser les questions. Merci beaucoup en tout cas à toutes et à tous. Moi, je remercie vraiment pour tous les propos qui ont pu être tenus jusqu'à présent. On souhaitait un peu récapituler tout ce qui a été dit et un peu aussi repartir donc de la circulaire donc, qui est sortie le 29 septembre 2023, alors, qui était évidemment centrée sur l'engagement des travaux de territorialisation de la planification écologique, mais les CRTE, donc il ne vous aura pas échappé que une nouvelle appellation de la démarche, on est passé de la relance à la réussite de la transition écologique. Donc vraiment, on entre en effet dans une nouvelle dynamique, que ce nouveau contexte des travaux engagés à l'occasion des COP, finalement, vraiment, je pense, redonne de la visibilité, redonne du souffle, en tout cas, et conforte aussi l'intérêt de l'outil contractuel, le CRTE, pour mettre en œuvre les objectifs une fois qu'ils auront été territorialisés. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours. Eh bien, l'outil CRTE garde sa pertinence et doit même, je veux dire, monter encore en gamme pour pouvoir permettre à terme de mettre en œuvre de manière extrêmement ambitieuse les objectifs de planification écologique qui seront territorialisés évidemment de manière différente d'une région à l'autre. Donc finalement, on voulait redonner un peu quelques grands cadres sur les objectifs. Donc là, je dis bien, on continue, on conserve les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on est vraiment toujours autour du projet de territoire. C'est ça qui fonde le contrat. Et moi, ce que je retiens aussi donc, des différentes interventions des territoires qui ont été posées, c'est bien dire que comment on crée aussi un collectif de travail autour de ce projet de territoire. Vraiment, je pense que ça, c'est une notion extrêmement importante. Donc, on a bien vu que ça n'était pas facile, évidemment, toujours, mais que c'était vraiment important d'arriver à le constituer parce qu'il permettait d'avoir des résultats quand même extrêmement concrets, extrêmement ambitieux. Donc, vraiment, c'est pour ça que dans certains territoires où ce cadre un peu a eu du mal aussi à se mettre en place, c'est de dire comment on va réussir à enclencher la dynamique et dans les territoires où il était déjà posé, comment on va pouvoir encore aller plus loin, encore accélérer. Donc vraiment, on repart, ça c'est vraiment les fondamentaux. Et en effet, en corollaire, on garde aussi l'approche, j'ai envie de dire, l'approche transversale, c'est-à-dire que ce ne sont pas que des contrats uniquement dédiés à la transition écologique, mais c'est bien l'ensemble des politiques publiques qui sont concernées, auxquelles on va en plus avoir un regard transition écologique plus fort. Ça, c'est vraiment aussi une ambition qui est renouvelée, qui est même poussée encore plus loin. Et donc finalement, ce CRTE doit devenir une sorte vraiment de fabrique à projet, une sorte d'incubateur des projets des territoires pour sortir les projets et en même temps garantir un niveau d'ambition écologique de ces projets. Donc c'est vraiment là, on passe de la relance à la réussite. Donc en effet, on doit pouvoir, de manière extrêmement opérationnelle, mettre en place des méthodes, mobiliser des moyens qui permettent finalement de sortir ces projets avec tout un collectif d'acteurs, donc qui a été rappelé, qui a été exposé, qui est, je trouve en tout cas extrêmement inspirante, mais qui évidemment doit tenir compte des différentes configurations locales. Donc voilà, ça c'est on donne un peu les principaux axes. Et je ne vais pas revenir plus ici sur l'engagement pluriannuel, comme ce que nous n'avons pas de scoop supplémentaire sur le sujet, mais en tout cas, la pérennisation du fonds vert, par exemple, c'est quand même un élément nouveau et qui permet aussi de travailler, je trouve, déjà beaucoup plus sereinement. C'est en tout cas une étape intéressante pour se projeter, parce qu'on a quand même une garantie jusqu'en 2027 d'avoir des montants de fonds verts extrêmement importants qui quand même donnent de la visibilité. Et puis, cette notion aussi d'incubation de projets, finalement, c'est une façon de travailler pluriannuelle. C'est-à-dire qu'on identifie des projets, on va mettre un accompagnement pour les maturer et après, on va les financer derrière. C'est vraiment, on travaille aussi sur un continuum comme ça pluriannuel et on sait qu'on aura des crédits à un moment donné. On les espère encore
massif en faveur de la transition. Vous avez, comme moi, entendu le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires à plusieurs occasions aussi plaider pour cette pluriannualité. Donc, on espère que ça ira en tout cas dans ce sens-là. Alors, de façon extrêmement pragmatique, donc là, pareil, on est reparti de l'annexe à la circulaire de septembre. On est un peu reparti de cette méthode, un peu ces CRTE qu'on appelle nouvelle génération, nouvelle étape des CRTE un peu plus ambitieuse, pour un peu voilà, repartir de cette incubation de projets. Donc avec cette idée un peu qu'on repart de la liste des projets qui étaient contractués dans les CRTE, qui restent encore à engager. Donc ça, c'est la première, c'est le socle, on va dire, de travail. Et en même temps, le CRTE, c'est pas un objet figé qu'on signe une fois avec une liste de projets et qu'on réinterroge jamais. Donc au contraire, c'est on travaille ces projets-là, mais en même temps, il y a toujours les projets vivent. On a bien vu le Fonds vert aussi a stimulé énormément de nouveaux projets, donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas tous dans les CRTE initialement. Mais comment justement, à l'échelle du périmètre CRTE, on favorise l'identification de projets, pas forcément qui sont tous à la fin tamponnés CRTE, si je puis dire, mais en tout cas, on a bien un lieu où on les identifie, où finalement, on va pouvoir avoir déjà une vision sur l'ensemble des projets du territoire, discuter de ces projets, à l'échelle, je sais pas, de plusieurs communes sur intercommunauté, ça donne aussi, voilà, de voir un peu comment les différents projets émergent, répartissent et ceux sur lesquels on va travailler. Et donc, ça permettra de se mettre d'accord ceux sur lesquels on va accompagner pour les faire mûrir, si je puis dire, on va mobiliser différents moyens d'ingénierie pour accompagner ces projets. Donc voilà, donc c'est ce recensement qui est le support après donc du dialogue, en effet, au sein des collectivités et après avec l'État. Et ça a été mentionné plusieurs fois, cette idée de revue de projet, c'est de se voir le plus régulièrement possible, on a envie de dire, avec des interlocuteurs État. Donc c'est pour ça que la circulaire proposait qu'il y ait dans à l'échelle de chaque sous-préfet d'arrondissement, à la fois donc le sous-préfet, sous-préfète, qui sont les interlocuteurs habituels et privilégiés des élus, soit en plus appuyés par les directions départementales des territoires, donc les DDT, qui ont aussi une expertise transition écologique. Donc finalement, ce binôme permet aussi de dialoguer avec les collectivités et d'avoir aussi un regard, j'ai envie de dire, plus technique sur les aspects de transition écologique. Donc ça, c'est déjà aussi cet aspect de revue de projet. Cette revue de projet permet donc de discuter collectivement sur les différents projets. Donc là, a été mentionné la boussole de la transition écologique, donc qui est en effet un outil intéressant dès l'amont, le porteur de projet, dès l'amont de son projet, dès sa conception, peut en fait se poser les bonnes questions pour mesurer les impacts et essayer de les améliorer. Donc ça, c'est tout au long de la réflexion. Et après, concrètement, ça sert aussi de base de dialogue. C'était l'objet du webinaire précédent où on avait les retours d'expérience en Ardèche et dans l'Ain, où finalement, la boussole permettait de dialoguer et après d'aller chercher les bonnes ingénieries pour, j'ai envie de dire, faire monter en gamme les différents projets. Et donc finalement, cette méthode aussi permettra de mobiliser plus rapidement, enfin, en tout cas de faire rencontrer, on a envie de dire, les différentes sources de financement et les projets qui ont été, on va dire, travaillés, maturés collectivement. Et donc on sait que, par principe, ce sont de beaux projets qui devraient rencontrer assez facilement les financements. Et puis évidemment, on garde la logique de pilotage et d'évaluation. Et ça, on le verra par la suite. Mais l'idée de pilotage des trajectoires de transition, voilà, vont fortement revenir au moment où on aura des objectifs de planification écologique territorialisés. Donc pour un peu parvenir à ces différents objectifs et pour un peu en support de la méthode, on va dire qu'il y a quand même des moyens qui ont été renforcés. Donc ça, alors on parle évidemment des moyens financiers. On en a parlé notamment avec le Fonds vert qui a été augmenté et pérennisé. Il y a également une augmentation globale du ministère de la Transition écologique. Donc ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et on en espère d'autres, en tout cas, mais voilà, que les financements augmentent et donc il faut que ça serve pour financer des projets plus ambitieux en matière de transition écologique. Et après, il y a aussi toute l'expertise et l'organisation des services et opérateurs de l'État aux différents échelons territoriaux qui vous permettent aussi de vous accompagner dans ce cadre-là. On voulait citer également les sources d'ingénierie, donc ingénierie à la fois publique et privée, présente localement sur le territoire. Donc ça, c'est aussi le rôle de l'ANCT et de ses délégués territoriaux, donc le préfet, préfète de département qui organise l'écosystème de l'ingénierie locale, dont les opérateurs partenaires de l'ANCT. Et donc là, il y a eu une instruction qui est sortie pendant l'hiver aussi pour un peu
voilà, organiser, recenser tout l'écosystème de l'ingénierie disponible localement, de mettre en place un guichet unique, voilà, un peu une porte d'entrée unique pour les élus, pour faciliter la mobilisation de ces ingénieries. On sait qu'on a une porte à laquelle s'adresser, et ça tombe bien, cette porte en plus, elle est ouverte dans le cadre de la revue de projet qu'on a évoqué précédemment. Donc vraiment, on essaie de faire les liens, de mobiliser rapidement la bonne ingénierie pour faire maturer les projets. On parlait un peu aussi d'un début de renforcement avec des moyens humains dédiés. Donc là, on pense notamment aux chefs de projet de Village d'Avenir qui pourront aider les collectivités à porter des projets dans cette logique aussi de recensement, de remontée en continu des projets. Donc ça sera un appui supplémentaire en faveur des collectivités. Et également toujours aussi la possibilité d'avoir un cofinancement de postes de chef de projet, donc en collectivité ce coup-ci. La dotation du fonds vert ingénierie le permet. Donc ça, c'est pareil, on ne peut pas hésiter à solliciter pour avoir des renforts humains pour assurer ce pilotage en transversal qui n'est pas toujours simple. Et donc là, pareil, donc il y a évidemment les outils, je ne vais pas revenir sur la boussole que j'ai déjà utilisée, et on avait déjà annoncé aussi précédemment, c'est en cours de développement, ça devrait sortir très prochainement, donc la plateforme Mon Espace Collectivité, donc qui est vraiment, je veux dire, le support de cette revue de projet, où ça permettra d'avoir un peu un suivi de l'accompagnement avec un lieu unique un peu qui recensera les demandes d'accompagnement et qui permettra après à terme d'être en connexion avec d'autres outils pour éviter à ressaisir bon nombre d'informations. Donc voilà un peu les grandes lignes, les grands messages qu'on voulait vous présenter. Maintenant, nous allons pouvoir ouvrir la discussion. Donc voir un peu comment on vous pose les différentes questions. N'hésitez pas toujours à les faire remonter. On a encore un qui pourra prendre au moins un quart d'heure, 20 minutes pour répondre à une première série de questions. Dénolé, si tu veux. Ouais, peut-être permet de retranscrire. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Donc, peut-être une première, qui revient quand même, c'est sur l'articulation du CRTE avec les autres plans programmes qui peuvent exister localement. Bon, j'imagine que c'est une question assez classique. Pour vous, la NCT, ça nourrit, j'imagine, le projet de territoire qui est inscrit dans le CRTE, mais je préfère laisser la NCT répondre. C'est sur l'articulation avec les PCAET, par exemple? Par exemple, ou les SCOT aussi. Alors après, ce n'est pas tout à fait des documents de même nature. Enfin, les SCOT sont des documents aussi de réflexion stratégique et après qui ont des conséquences potentiellement sur l'urbanisme. Alors que là, avec le CRTE, on est plutôt encore une fois, basé sur le projet de territoire, mais plutôt après sur de la programmation et sur de la méthode pour avoir accompagnement, maturation des projets, financement, alors que les autres plans aussi ont permis un peu en amont de prioriser les différents axes d'intervention. On a beaucoup d'exemples de CRTE qui ont été bâtis à partir d'un PCAET, où il y avait déjà eu un premier diagnostic, il y avait déjà des plans d'action, on savait en aller sur cette partie-là, et qui ont été élargis à d'autres thématiques. Si on rappelait la dimension transversale du CRTE, et souvent un PCAET ont quand même structuré une grande partie du document. Et après, ça a permis d'aller aussi en discussion, d'aller chercher des financements, il faut vraiment opérationnaliser au plus près les différents projets contenus dans ces plans. Il y a une question sur les 6 axes là, qui ont été mentionnés par un des intervenants. Là, les 6 axes de la COP, mieux se déplacer, on l'a vu, mieux habiter, mieux, etc. Devront-ils remplacer les axes existants des CRTE actuels? Alors, ça, je veux dire, on n'y est peut-être pas encore. C'est-à-dire que les travaux de territorialisation de la planification sont en cours à l'échelle de chaque région. Donc, on ne sait pas encore à la fin vraiment comment seront les feuilles de route régionales qui vont y contribuer. Enfin, je ne sais pas du tout dans quelle forme ça va prendre. Je pense que personne ne le sait encore et quelque part tant mieux. C'est que le travail aussi est en train de se faire. En tout cas, on a déjà aussi les grands axes sur lesquels, les grands leviers sur lesquels on devra agir. Et après, les CRTE, en effet, devront se nourrir voire s'élargir à des axes qui n'ont pas été prévus, qui pourraient potentiellement en accueillir d'autres. Enfin, donc là, à ce stade-là, j'ai envie de dire qu'on n'a pas la réponse et c'est normal, mais au contraire, comment penser à terme que son CRTE puisse traiter l'ensemble de ces sujets. Voilà, donc c'est comme ça que je peux vous le dire à ce stade de la réflexion, mais tout ça évidemment est encore exploratoire et dépendra très largement de ce qui sera décidé collectivement au temps des COP et puis après localement pour la mise en œuvre à l'échelle de chaque périmètre CRTE.
Ouais, merci encore pour vos questions et remarques. Il y en a énormément. Donc, ce que proposait tout à l'heure, effectivement, Julien, c'est si on n'a pas le temps de tous les évoquer là, il y a effectivement d'autres vecteurs. On peut faire un document de synthèse ou aussi le forum qui est animé par la NCT peut permettre de répercuter aussi l'ensemble de ces questions et remarques. Une question, confirmez-vous que le volet ruralité du CRTE est bien maintenu, même si les actions sont neutres au niveau de la transition écologique? Alors, on peut répondre collectivement à la question, mais on veut dire que tout reste. À un moment, je sais que la circulaire initiale prévoyait la possibilité de faire des CRRTE, donc contrats de ruralité, de relance et de transition écologique. Ça, encore une fois, on garde l'aspect transversal. Donc, typiquement, un territoire en zone rurale continuera à avoir un CRTE qui traitera de l'ensemble des problématiques rurales et avec une approche transition dans les problématiques rurales. De toute façon, on le voit bien, elles sont extrêmement prégnantes. Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est un peu de tout. Voilà, c'est au contraire, c'est pas un contrat de ruralité d'un côté et un CTE, j'allais dire, de l'autre. On traite bien les deux sujets en même temps, et c'est ça qui fait la richesse de la démarche. Je pense que c'est intéressant effectivement d'insister sur cette transversalité, parce qu'il y a d'autres questions aussi qui sont un peu du même ordre. Comment on peut financer d'autres sujets qui ne sont pas strictement transition écologique. Voilà, je pense que le CRTE est un cadre suffisamment souple pour intégrer aussi de manière transversale la transition écologique dans d'autres thématiques qui, assez spontanément, ne peuvent pas être reliées très facilement à la transition écologique, mais en même temps, cette approche transversale permet... Ah oui, alors effectivement, on revient aussi sur ces questions d'articulation à la fois entre documents qu'on a vus à l'instant et aussi entre différentes échelles administratives. Alors c'est vrai que là, on a eu la chance, et ça a été aussi mentionné dans le chat, d'avoir un exemple exemplaire. Désolé de la redondance, mais dans le Grand Est, où on a l'ensemble des acteurs qui travaillent de concert. Bon, visiblement, d'après c'est pas toujours le cas partout. Je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle. Alors peut-être là, je me tourne vers les territoires. Comment on arrive à mobiliser l'ensemble des acteurs, État, région, PCI, et aussi infra, j'imagine, puisque les communes participent également aux actions du CRTE. Bien entendu, chaque contexte est différent, mais peut-être, je ne sais pas si les intervenants des territoires veulent donner leur avis là-dessus. Oui, je veux bien développer. C'est avant tout du relationnel qu'on peut avoir avec nos partenaires. Et puis essayer de les convaincre qu'on a tout à gagner à travailler ensemble plutôt qu'à développer chacun sa politique publique. Je veux dire, quel est le plus bel endroit, ce que j'ai tout à l'heure, que le bassin de vie pour développer un projet cohérent. Et si l'ensemble des partenaires ensuite viennent apporter leur pierre à ce projet cohérent sur un territoire, je pense qu'on a tout gagné pour nos populations. Et là, on aura une reconnaissance de l'élu local, une reconnaissance de la partie administrative, une reconnaissance de tout ce qui fait la France aujourd'hui et qui nous manque aujourd'hui. C'est comment on arrive à retisser ce lien, en fait, entre le territoire et puis nos élus. Et voilà, c'est un peu de cette manière-là que je le vois. Après, je reviens, je voyais sur les questions, comment on a mobilisé également nos élus sur le territoire. Quand je parlais de comitologie, on a vraiment essayé de rassembler sur les séquences du PTRTE, du CRTE, un maximum de comités de programmation. Quand on parlait, par exemple, de la petite enfance, évidemment, on avait la CAF qui était présente, on avait la DAZEN qui était présente, on avait la MSA qui était présente, on avait tous ce partenaire qui se trouvait là. Et à côté de ça, quand on avait des comités de pilotage très thématiques, je parle d'un schéma directeur de l'eau par exemple, on n'a pas souhaité aller vers le comité de pilotage que nous proposaient les instances, mais c'est notre commission en propre, notre commission d'élus sur le territoire, qui était au niveau du comité de pilotage, donc une vingtaine d'élus de nos 65 communes, avec l'ensemble des partenaires autour de la table. Et c'est comme ça qu'on arrive à associer un maximum d'élus, pour le coup, ruraux, nous, dans la démarche, et qu'on essaye d'expliquer, de faire beaucoup de pédagogie au fur et à mesure. Je peux vous dire que c'est pas évident au quotidien, mais voilà, c'est par le travail et puis la conviction qu'on arrive à embarquer tout le monde. Merci. De manière très concrète aussi, cette nouvelle génération, entre guillemets, de CRTE, est-ce que ça nécessite formellement une nouvelle contractualisation
Voilà, est-ce que ça se formalise? Il y a plusieurs questions en ce sens. Je peux apporter quelques éléments de réponse. Depuis le départ, en fait, dès la première circulaire, la démarche a été toujours voulue assez souple et évolutive. En fait, on n'a pas voulu, justement, comme un CPER qui est sur d'autres logiques, où en fait, on a un contrat très rigide qu'on signe pour 7 ans et on fait un bilan à mi-parcours. Là, c'était plutôt d'avoir justement cette idée de recensement de projets, de les travailler, et chaque année, le comité de pilotage, les collectivités, l'État, on met à jour le plan d'action, on met à jour la maquette financière, et ça permet d'avoir un document qui vit, qui est évolutif, où il y a des nouveaux projets, certains ont été financés, d'autres au contraire arrivent. Voilà, de garder un peu cette dynamique, donc vraiment quelque chose de très souple. Je pense que ça permet en effet de ne pas avoir à rigidifier ou trop alourdir le dispositif, vraiment rester dans une logique, on emploie ces termes-là de fabrique à projet, parce que c'est vraiment l'idée un peu qui est derrière, vraiment de garder quelque chose d'extrêmement souple et de lier, d'être connecté avec les moyens d'ingénierie, d'accompagnement qui va avec justement cette idée de fabrique à projet. Donc, en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt les CRTE actuels sont actualisés comme ils pouvaient l'être depuis le départ. Je veux dire, voilà, profitons-en tout de suite pour commencer déjà à les actualiser, et puis d'utiliser la boussole, d'utiliser la revue de projet, justement, pour avoir questionner son projet, savoir est-ce qu'ils sont bons de transition, en matière de transition écologique. Ça, faudrait qu'on s'habitue tout de suite à avoir systématiquement ce réflexe de se poser ces questions-là, vraiment monter en gamme les projets. Alors, on est conscient que c'est une grosse charge de travail, et c'est ce qui nous avait été remonté d'ailleurs par les différents collègues sous-préfets, collectivités qui avaient expérimenté dans l'Ain et dans l'Ardèche. Ils nous avaient dit, bon, on vous remercie parce que vous nous avez rajouté quelques heures de réunion en plus en rebalayant les questions, de rebalayer les projets à l'aune de la boussole. Mais en tout cas, derrière, les projets qui ont été sortis, ils ont été quand même très contents en termes de qualité. Donc là, on avait vraiment une montée en ambition des projets en termes de transition. Et ça, on le dit d'autant plus où on est vraiment dans un contexte de planification écologique qui va arriver. Donc finalement, on a envie de dire quelque part, tout de suite, préparons-nous, organisons-nous pour justement se mettre autour de la table, avoir une organisation assez fluide, l'organiser l'ingénierie pour pouvoir monter en gamme, avoir cette habitude de travail qui fait que quand on aura nos objectifs territoriaux de planification écologique, des feuilles de route régionales, on saura se nourrir, alimenter et sortir des projets tout de suite ambitieux en termes de transition écologique. Alors, peut-être il y a une clarification aussi à apporter sur qui peut bénéficier de l'ingénierie qui a été évoquée. On est bien d'accord, ce sont les porteurs de projets CRTE, parce que voilà, il y a aussi une question sur est-ce que le PETR peut en bénéficier. J'imagine que on est plutôt sur un public de porteurs de CRTE, c'est-à-dire échelle EPCI ou échelle PETR, quel que soit le périmètre. C'est sur la question spécifique de la mobilisation des crédits ingénierie pour des chefs de projet, c'est ça? Oui, tout à fait, pardon. Oui. Oui. Donc là, oui, en effet, alors, pour l'instant, la cible, oui, c'était plutôt les collectivités qui portent le CRTE. Donc après, d'ailleurs, il y a un autre webinaire, il me semble, en fin de journée, qui va parler spécifiquement du volet ingénierie fonds vert. Donc moi-même, à pouvoir porter des questions dans ce sens-là, mais je pense qu'on était plutôt en effet sur la structure qui anime le CRTE. Après, évidemment, tout ça est laissé à l'appréciation locale. Les crédits fonds verts sont déconcentrés et c'est à laisser à l'appréciation des préfets pour savoir comment on mobilise et où on met, j'ai envie de dire, le poste le plus utile. Si c'est plus utile qu'il soit au niveau du PETR pour appuyer, tout ça est laissé à l'appréciation locale et j'ai envie de dire, je le renvoie à mes collègues qui ont la marge de manœuvre pour le faire. Je ne sais pas si les collègues veulent prendre un petit peu le relais sur les questions. Bon, il y a des questions sur la comitologie interne, mais ça, j'aurais tendance à dire que ça relève un petit peu de chaque territoire. Ah oui, une question spécifique au pays rethelois. Les revues de projet avec les partenaires ne portent-ils que sur les projets intercommunaux ou sur tous les projets du territoire, dont ceux communaux également?
Alors, on a commencé sur les projets intercommunaux. Il a fallu qu'on se fixe un petit peu des limites. C'est vrai que c'était déjà assez complexe d'aller rassembler l'ensemble de nos partenaires sur les quelques projets de nos projets de territoire. Et il y a 2 ans ou 3 ans, je n'ai plus tout à fait en tête, on a commencé à se rapprocher de nos communes, à leur faire le petit courrier pour leur expliquer que dans le cadre des projets structurants qu'ils pouvaient avoir sur leur territoire, qu'ils puissent nous les faire connaître. Et petit à petit, on a commencé à prendre des habitudes de ces envois. Et là, effectivement, pour cette année 2023, 2024, on a reçu une trentaine de fiches en fait de nos communes sur les 65 communes sur des projets qui étaient vraiment hyper structurants. Alors, ça permet d'en avoir la connaissance et de pouvoir effectivement échanger, partager avec les partenaires pendant le CRTE. Pascal. Madame Gaillot souhaitait prendre la parole. Pas le micro. Oui, je voulais rajouter 2 éléments. Un sur l'ingénierie. C'est notre rôle aussi, nous, régions, d'accompagner les intercommunalités en ingénierie. Je prends un exemple. On a décroché en Grand Est un LIFE biodiversité qui donc est un LIFE très important puisque c'est 15 millions d'euros. Hein, on est la première région à avoir décroché un LIFE de ce niveau-là qui généralement est plutôt confié à des États. Hein. Et donc ça nous permet de doter les maisons de région, on en a quasiment une dans chaque département, d'ingénierie biodiversité au service des communes et des collectivités. C'est un premier exemple. Un deuxième exemple autour de la transition énergétique, décarbonation des mobilités, c'est pareil, on va doter, alors on n'aura peut-être pas chaque maison de région, mais enfin on va doter quand même nos territoires infra d'ingénierie à l'appui des collectivités. Et puis je pense que Renaud peut poursuivre sur ce que fait le département aussi en ingénierie pour les communes. Oui, on a aussi une ingénierie départementale qui permet d'accompagner. Alors, on n'a pas forcément un niveau d'expertise aussi élevé que ce que la région va installer effectivement dans sa maison de région, mais ça permet d'avoir un premier niveau, souvent niveau assistance à maîtrise d'ouvrage pour les communes, qui permettent déjà d'aller assez loin dans leur projet et de pouvoir simplement démarrer des consultations ou ce genre de choses. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir de l'ingénierie également locale au niveau de nos territoires. Ouais. Alors, on est loin de l'exemple de nos collègues hein, qui ont vraiment la cellule dédiée, les équipes dédiées. Ça fait rêver. Hein. Peut-être une précision sur tout à l'heure ce qui a été évoqué sur les financements. Là, les projets qui n'ont pas les projets qui n'ont pas pour objet principal la transition écologique sont aussi concernés hein, par l'amélioration de leur impact environnemental. Hein. Enfin, il y a aussi des questions sur les récentes évolutions liées à la crise agricole, mais bon, voilà. Je regarde les questions, mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Excuse-moi, Gabriel, on a peut-être une demande de prise de parole, ouais. Monsieur Bérit. Alors, allez-y, monsieur. Oui. Oui, merci. Juste, c'est des remarques, mais qui me semblent assez importantes. Alors, effectivement, nous, on a une cellule dédiée, mais chers collègues, effectivement, on a fait ces choix-là, et on les a fait au niveau de l'agglo, et aujourd'hui, en fait, pour moitié à peu près, c'est mis à disposition du PETR pour pouvoir intervenir dans les autres intercommunalités. Ce qui nous permet aussi d'avoir à ce niveau-là, me semble-t-il, de la cohérence dans les actions qui sont menées sur le territoire, même si effectivement les autres participent pour le financement. Hein. Moi j'ai une remarque là tout à l'heure
Monsieur Etienne, là, vous disiez que par rapport au CPER. Moi, ce que je vois aujourd'hui, effectivement, on a la souplesse avec les CRTE, et en même temps, on n'a pas d'engagement financier. Les CPER avaient effectivement pas que des bonnes choses, mais il y avait le volet territorial qui permettait aussi, sur un certain nombre d'années, de s'assurer de la permanence du financement et donc réellement de la possibilité d'aller au bout. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que en fait, on sait que la plupart des projets sont sur plusieurs années si on veut réaliser les choses et on n'a pas la permanence du financement. Donc ça, c'est un premier point. Et ce que l'on a dit, on fait les CRTE, et puis voilà, vous avez les outils financiers, allez sur les outils financiers, DETR, DECIL, Fonds vert qui s'est mis en place. Allez sur ces outils-là, et puis voilà, bon an, mal an, vous devriez, par des bons partenariats, par ceci, par cela, arriver. Moi, je pense que ça, c'est un vrai problème pour pouvoir amener de la constance dans les actions. Le deuxième point, mais qui est plus politique, mais en même temps, j'avais posé la question. Aujourd'hui, on est donc dans un moment où on va revisiter, on va dire, les CRTE, on passe de la relance à la réussite, on revisite ça. En même temps, les décisions qui sont prises après la séquence agricole qu'on vient d'avoir sont des décisions qui vont quand même, sans être très piquants, qui vont dans le fait de ne pas mettre en valeur la transition écologique. Je vais le faire vite et gentil, mais qui vont en fait, moi je pense, dans le sens contraire. Comment pensez-vous qu'on va amener, moi sur un territoire comme le mien, qui est un territoire très rural, comment on va amener les élus à se dire ah oui, c'est une priorité la transition, alors que les décisions au niveau national vont dans le sens contraire. Voilà. Et là, il y a un vrai problème politique. Je ne veux même pas forcément y répondre, vous, mais je ne sais pas, mais il y a un vrai problème politique aujourd'hui parce que ça va nous redemander un travail énorme pour remobiliser tout le monde autour de la transition écologique. C'est une perte de temps, à mon avis, qui va être à la fois nécessaire, mais en même temps, je pense que ça va être difficile parce que moi, je vois bien comment, dans mon département, hein, la coordination rurale, elle revient en grand vainqueur parce que voilà, ceci, parce que cela, et donc, quand demain on va parler de l'eau, quand demain on va parler transition, on va parler climat. Je peux vous dire que c'est pas gagné. On est obligé de recommencer. Et sur le territoire où je suis, les choses étaient véritablement bien enclenchées, bien amenées. Voilà, là, on vient de perdre 1 an et demi ou 2 ans de remobilisation là-dessus. Et là, j'aurais bien aimé que mes collègues, vous devez avoir aussi certainement ces réflexions, comment vous voyez les choses, ou également que ce soit Comet ou Ouais, on a une question qui est un peu dans ce sens, mais pour apporter une réponse, c'est peut-être un peu délicat à ce stade, mais bon, je la pose quand même. Hein. Les mondrians de décarbonation et de préservation des ressources vont-ils être actualisés pour prendre en compte les difficultés du secteur agricole? Et les autres secteurs vont-ils devoir en faire davantage que prévu pour compenser? Donc ça, effectivement, par rapport à l'ensemble des travaux qui ont été menés sur les trajectoires, est-ce que c'est de nature à réactualiser ces travaux? Je ne sais pas si le SGPE souhaite intervenir sur ce point, mais c'est peut-être un petit peu technique. Ouais. Je peux vous répondre pour le SGPE. Effectivement, il y aura des mises à jour en fonction des différents runs des deux stratégies. Donc oui, il y aura des mises à jour. Très bien, merci. Et je profite aussi de votre prise de parole. Où peut-on trouver le calendrier des COP restantes à organiser? Les COP restantes, comme le dispositif COP est vraiment géré territorialement,
on les laisse s'organiser, se planifier sur au moins leur date de lancement. Et dès qu'on les a, on les met sur le site du SGPE, mais actuellement, ne vous y précipitez pas parce qu'il n'y a pas de date nouvelle. Mais on les met, dès qu'on a les dates, on les met sur les sites du SGPE qui fait, et d'ailleurs le ministère fait la même chose, hein, de façon, c'est le site où vous pouvez les trouver, si vous ne voulez pas faire les régions, les préfectures de région les unes après les autres. Voilà. Merci de ces précisions. Julien et Romain, je pense qu'on a un petit peu débordé l'heure de fin de ce webinaire. Je vous propose peut-être qu'on conclue. Pour cela, je vous passe la parole. Oui, merci. En tout cas, moi, je tenais encore une fois à remercier tous nos participants, que ce soit justement les collègues du SGPE, les collègues donc dans les différents territoires qui ont pu nous apporter des témoignages et aussi des questions. Encore une fois, on voit bien que c'est pas simple, même comme ça marche, ça reste compliqué à animer et à faire vivre. Donc, on a vraiment un enjeu collectif de mobilisation. Donc, dans cette démarche, si on veut être au rendez-vous de la planification écologique et des enjeux nous avons collectivement à affronter. Je remercie également donc, le COMED, Guénolé et l'ensemble aussi d'avoir pu avoir assuré l'organisation et le support technique de la réunion. Encore une fois, merci. Donc, je remercie également l'ensemble des personnes qui ont assisté à la réunion et celles et ceux qui la regardent en replay. Donc, n'hésitez pas à la revisionner pour vous dire qu'on aura certainement d'autres séquences par la suite. On continuera les échanges. Hein, ce n'est pas un dernier webinaire, au contraire. En fonction des questions qui vous remontent, on en a identifié beaucoup. Donc, on voit qu'il y a quand même énormément de questions encore qui se posent sur le sujet. Donc, on reviendra vers vous aussi pour traiter ces points parce que vraiment, l'idée, on continue à travailler, les territoires continuent à élaborer des projets, on continue à s'organiser pour essayer de les accompagner pour sortir des projets. Donc, en tout cas, vraiment, merci pour toutes ces questions. Romain, je te donne la parole si tu veux rajouter un petit mot. Oui, vraiment un petit mot. Juste pour un grand merci aux intervenantes et aux intervenants, un grand merci aussi aux collègues de la NCT, du CGDD, de Comet pour le travail qu'on réalise conjointement et aussi pour réaffirmer le souhait d'Intercommunalité de France de poursuivre avec acharnement le travail pour des CRTE utiles et efficaces. Donc on continue le travail. Et tu as raison, Julien, les questions posées nous font penser qu'on vous reproposera très bientôt des temps d'échange et de travail. Un grand merci. Merci à toutes et tous. On va clôturer ce webinaire. Tout sera en rediffusion et à disposition sur le site de Comet. Et d'ores et déjà, on organisera Comet spécifiquement un webinaire dédié à la boussole de la transition écologique version numérique le 5 mars prochain, de 13h30 à 14h15. Voilà, merci encore à l'ensemble de nos intervenantes et intervenants, et à très vite. Merci à tous. Merci beaucoup encore. À très bientôt. Merci.